Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de League of Legends, LoL pour les intimes, et de Runeterra, la région fictive dans laquelle vivent les protagonistes du jeu. Runeterra se compose de deux presqu'îles principales, Valoran et Shurima, avec un isthme, c'est-à-dire une étroite bande de terre, reliant les deux parties. Sur cet isthme, on trouve un canyon et deux cités-états. Piltover, la cité du progrès, se situant au-dessus du canyon et vivant principalement du commerce, mais expert dans la technologie Hextech, mêlant magie et mécanique. Et on trouve dans cette ville donc beaucoup d'ingénieurs. Les expériences non conformes à l'éthique de Piltover sont souvent faites à Zone, surnommée la cité de verre et de fer, située plus en bas dans l'isthme. Elle est beaucoup plus pauvre et spécialisée dans les produits chimiques, qui ont d'ailleurs totalement imprégné l'air. Les habitants des deux cités sont pas mal inspirés de la culture steampunk, surtout à Zone, où les personnages ont pas mal d'objets en métal ayant des effets assez différents. Les peuplades de Valoran parlent des langues proches des langues germaniques que nous connaissons, que sont l'anglais, l'allemand, les langues scandinaves ou encore le néerlandais. Il y a 3 cités-états sur ce continent, Demacia, décrit comme étant un royaume militaire avec des valeurs d'honneur et de loyauté, orienté vers l'agriculture et pas vraiment vers l'industrie, avec beaucoup de constructions imposantes. Ils sont assez isolationnistes sur le plan des relations internationales. A l'inverse, les rivales de Demacia, Noxus est un empire expansionniste, décrit comme étant brutal, et comme leurs antagonistes, ils sont eux aussi fans de constructions imposantes. On peut toutefois considérer que Noxus est une méritocratie basée sur la force au combat, et dans lequel il y a de multiples complots pour prendre le pouvoir. Eh oui, c'est une certaine vision du mérite. Toujours sur le continent de Valoran, Freljord, une cité-état fractionnée, plus ou moins en guerre civile entre différents clans dans un territoire gelé. Les 3 clans qui dominent le territoire sont les Zavarosa, une tribu souhaitant unifier Freljord et qui préfère la paix, la Griffe hivernale ayant une idéologie traditionnaliste et qui préfère la guerre plutôt, et les Gardiens du Givre, un clan un peu mystérieux qui protège l'abîme hurlant. La presqu'île de Shurima a 3 cités-états. La plus connue est celle qui a donné son nom à l'île, Shurima, une cité déchue du désert qui est actuellement en train de renaître de ses cendres. Elle est connue pour avoir construit un grand disque solaire et pour ses rites de l'ascension, pendant lequel les participants obtiennent des pouvoirs surpuissants. La cité est dirigée par l'empereur des sables. Les Rakorans vivent dans la cité-état nommée Targon. Ils sont au pied d'une montagne, appelée le mont Targon, auquel les habitants vouent un culte, et ils considèrent que, en haut de la montagne, les alpinistes pourront rencontrer des manifestations divines. Pour eux, gravir la montagne est donc un rite sacré, même si c'est très dangereux, ils le font quand même. La dernière faction n'est pas vraiment une cité-état, hein, c'est le néant, le void en anglais, dont certaines créatures étranges et voraces sentent le temps venir. Leur point d'entrée est situé à Ikatia, une ancienne cité maintenant en ruine à cause de ces bestioles. Hors des 2 presqu'îles principales, il existe des îles et des archipels plus petits dans lesquels d'autres cités-états se sont établies. Beachwater est une cité-état sur un archipel dans lequel on peut trouver des pirates, des contrebandiers et pas mal de personnes souhaitant prendre un nouveau départ pour des raisons plus ou moins louables. On trouve aussi en retrait de la capitale le peuple Buru, vouant un culte à Nagakburus, une divinité aux tentacules. Ionia est une île où les habitants recherchent l'harmonie avec la nature, la magie et surtout l'équilibre. Plus au sud, les îles obscures, ou Shadows Island en anglais, sont des îles recouvertes par un brouillard et qui tissent des liens assez proches avec la mort. La terre y est peu accueillante. Il fut un temps, par contre, elle était surnommée les îles bénies, car elles y étaient très fertiles. Mais après moult péripéties, la terre fut dévastée à la suite d'une catastrophe. La dernière cité-état du jeu a un emplacement flou. En tout cas, elle n'est pas clairement précisée. On accède à Bandle City par des portails se trouvant un peu partout sur Runeterra. Bandle, c'est une cité-état peuplée de Yordle, de petits êtres qui on pourrait qualifier de trop choupi kawaii, mais qui savent quand même bien se défendre.
Bref, on a listé sommairement les 12 cités-états du jeu, et maintenant passons aux espèces. La diversité des espèces de Valorant est très variée. Et contrairement à notre bonne vieille Terre, il n'y a pas qu'une seule espèce intelligente. Il y a bien sûr des humains comme sur Terre, dont beaucoup sont totalement altérés par la magie, mais il y a aussi plein d'autres espèces, comme par exemple les Vastaya, des êtres humanoïdes avec quand même quelques traits d'animaux comme par exemple des plumes. Les branches des espèces la plus diverse est la branche des esprits. Elle regroupe un bon nombre d'espèces intelligentes comme les Yordle, espèces dont on a parlé à propos de Bandle. Ensuite on a les... Nico, comment tu prononces ce nom-là? Vastaya. Ouais, merci Nico. Ce sont donc les ancêtres des Vastaya qui semblent avoir aujourd'hui totalement disparu de la surface de Runeterra. Toujours parmi les esprits, nous trouvons les démons qui sont des êtres créés par les penchés et les sentiments des mortels. On a également des esprits primaires qui sont des divinités impliquées dans la création de Runeterra. Et ensuite viennent les Tréants. Ce sont des arbres géants issus de la fusion entre esprits de la nature et végétaux. La dernière catégorie d'esprits, ce sont des fées, vivant dans un endroit appelé The Glades, que l'on pourrait traduire par clairière. Parmi les autres races, on peut trouver les manifestations, qui sont ceux qui ont gravi le mont Targon et qui ont reçu de puissants pouvoirs. Certaines de ces manifestations sont aussi des anges. Les transfigurés sont ceux qui ont participé à un rythme shurimien nommé l'Ascension, visant à leur donner des pouvoirs de demi-dieu. Certains transfigurés se sont retrouvés au pôle emploi de Shurima, ce qui les a fait péter un boulon, et ils se sont laissés corrompre, et on les surnomme maintenant les Darkins. Les veilleurs, ce sont des êtres venus du néant qui ont accompli une ascension jusqu'à la surface de Runeterra. Ils peuvent créer des néantins, c'est-à-dire des bestioles plus ou moins grosses et plus ou moins intelligentes, et des êtres nommés les Iceborn, qui sont un mélange d'humains et de glace, qui sont capables de manipuler la neige pure et la neige noire. Les Undead sont des êtres à mi-chemin entre la vie et la mort, et ils luisent souvent d'une lumière cyan, un peu lugubre, et la plupart habitent aux îles obscures. Une autre race vivant sur Runeterra est celle des trolls, une espèce humanoïde qualifiée de grotesque. Aujourd'hui, la plupart des trolls vivent à Freljord. Ce sont des trolls de glace. Mais il existe aussi une autre race de trolls, les trolls des sabres, qui vivent à Ikatia, mais dont presque tous sont morts dans une guerre contre les Néantins, qui ont détruit la ville. On peut citer en vrac des êtres célestes, des formes de divinités, des êtres fabriqués par l'homme, des animaux gros et doués d'intelligence, et même un putain le caillou qui parle. Bref, beaucoup de races. Et amis amateurs de camembert, maintenant c'est l'heure de la rubrique l'étage et statistiques. Les races des personnages de LoL ne sont pas toujours très claires, et donc j'ai tenté de répartir chaque personnage de LoL dans chaque race, selon mon interprétation, pour vous restituer un joli petit camembert. Voilà, vous pouvez voir que la catégorie humain regroupe les humains altérés par les sciences et la magie, ce qui regroupe grosso modo un petit tiers des humains à peu près, et la catégorie divinité est diversifiée entre les démons, les célestes, les autres esprits, bref, voilà. La catégorie autre est composée des Vastaya, des trolls, des Voidborn et de tout un tas d'autres trucs aussi zarbes. Pour les chiffres au niveau des factions, j'ai pris les chiffres du site officiel, avec parfois des interprétations discutables. Et donc voici les cités-états les plus représentés. C'est pas totalement déséquilibré, mais bon, c'est pas totalement non plus équilibré. Dans les vidéos suivantes, on va revenir précisément une par une sur chaque cité-état. On va revenir sur sa géographie, ses lieux principaux, mais aussi diverses facettes de la culture de la cité, comme ses coutumes, ses croyances, mais également sa langue. Car pour bien cerner la culture d'un pays, il est assez important de parler de sa langue, parce qu'une langue maternelle, c'est ce qui nous permet de penser le monde. On va également parler politique, de mode de gouvernance des États, ainsi que des relations géopolitiques avec les voisins. On va aussi parler des champions du jeu, qui ont en général une histoire plus ou moins poussée. On ne parlera que des champions qui ont été annoncés entre le début du jeu et le début de l'année 2019, puisque probablement de nouveaux champions sortiront au courant de l'année 2019. Chaque vidéo présentera donc 12 champions, de préférence de la cité-état de la vidéo. Bon, certains champions n'ont pas vraiment de cité-état précise et on va devoir parfois les positionner de manière plus ou moins arbitraire.
Et donc 12 x 12 est égal à 144. On va donc parler de 144 champions. Comment ça, il n'y a que 143 champions jouables actuellement? Oui, mais... j'arrive à un contron grâce à Rast, qui est plus ou moins jouable. Puisque lorsqu'on sélectionne Kayn, on peut également jouer Rast, en fait. Hein. C'est l'un ou l'autre, on choisit. Et puis j'ai dit que je parlerais des champions annoncés, hein. Pas sortis. Ça pourrait donc inclure Urf le Lamentin, qui a été annoncé un 1er avril, mais qui n'est jamais sorti. Allez, venez essayer de me tester en termes de mauvaise foi, je vous prends tous. Bref. Pour me faire pardonner de tricher honteusement sur les chiffres, parlons de ce brave Urf le Lamentin. Afin que finalement lui aussi ait sa petite description et pas uniquement les 144 autres. A la base, notre Lamentin idolâtrait Jax, le champion lampadaire. Urf voulait suivre les pas de son idole et s'arma d'une spatule et d'un poisson et fit route vers la Ligue. Malheureusement, un 1er avril, ce pauvre Lamentin qui patrouillait fièrement dans la rivière de la Faille fut sauvagement assassiné par le loup Warwick qui revêtit la peau de sa victime. Et donc c'est ainsi que, tous les 1er avril, est commémoré sous le nom de Urf Day, ce triste jour où un pauvre Lamentin fut assassiné sauvagement. Il donna également son nom au mode de jeu Urf, aussi sous l'acronyme de Ultra Rapid Fire, qui est un mode de jeu plus dynamique que le mode classique. Le mode de jeu sera joué pendant la période autour de l'Urf Day. Allez, avant que cette vidéo ne se finisse, un petit mot sur les univers alternatifs. C'est-à-dire que l'on prend le même personnage, mais que l'on met dans des univers différents. Voilà, univers alternatif, on va pas vous faire un dessin. Comme on risque de ne pas en parler dans les vidéos suivantes, puisqu'elle parle de l'univers de Runeterra, c'est l'occasion ou jamais d'en parler. Commençons avec l'univers d'Odyssée. L'univers d'Odyssée, comment vous dire ça? Peut-être juste laisser parler les images? Vous l'avez compris, c'est un truc à base de vaisseaux spatiaux, de galaxies orientées science-fiction. Hein. L'univers de Star Guardian qui est un hommage au style des Magical Girl façon Sailor Moon. L'univers Star Guardian, ce sont des filles et bah Ezreal aussi, hein, je sais pas ce qu'il fout là, mais grâce à leur pouvoir magique, elles combattent le mal. Le mal en l'occurrence, ce sont des gros monstres du néant avec des tentacules, des velcos, tout ça, bref. Et le dernier univers, c'est KDA, le groupe de K-pop qui, dans le vrai monde de la vérité véritable, en est à 3 millions de likes et presque 200 millions de vues sur YouTube. Ouais, ça fait plus que d'habitants en France. Ouch. Bref, dans cette série de vidéos, vous allez voir que le lore de LoL est quand même sacrément complet, même s'il est un peu bordélique, hein, on va pas se mentir, mais enfin, c'est normal puisqu'il est un petit peu en pleine reconstruction. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo d'introduction, en espérant que le sujet vous ait intéressé et que vous prendrez du plaisir à regarder les suivantes. N'hésitez pas à donner vos avis car sinon après l'espace commentaire il sert à rien, il est tout triste.